Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Sur cette vidéo, ça va être un guide d'achat pour une config pour environ 1500 euros. Il y a à peu près une semaine et demie, 10 jours, je vous avais fait une story, je vous avais dit, vous voulez une config pour quel budget? Et en fait, vous étiez très nombreux à vouloir une config petit budget aux alentours des 600-700 euros. Et vous étiez aussi nombreux à vouloir 1500 euros. Donc, je vous ai fait la semaine dernière la config à 600 euros. Alors en vrai, c'était une config entre 600 et 800 euros parce qu'il y avait beaucoup d'options d'upgrade. Et là, sur cette vidéo, je vais vous présenter toutes mes recommandations de composants pour une config à 1500 euros. Alors comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits que je vous ai sélectionnés dans la description de la vidéo juste en bas. Je vous mets dans le petit en haut à droite le lien avec tous les tutos, comment monter son PC, installer Windows, optimiser Windows, etc. etc. Et puis, pour info, pour cette config, je vous ai laissé plusieurs choix. Si vous préférez partir sur un processeur Intel ou un processeur AMD, vous avez le choix. Vous verrez qu'il y a les deux cartes mères, les deux processeurs, les deux kits de RAM, voilà. Et pareil, vous aurez le choix entre une carte graphique AMD ou une carte graphique Nvidia. Pour info, la carte graphique Nvidia, vous verrez, elle est un petit peu plus chère. Donc ça dépasse un peu le budget, on est plus dans les 1600-1650 euros. Mais voilà, Nvidia, c'est quand même un petit peu plus cher en termes de rapport perf-prix. Donc voilà, donc je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Je vous lance tout de suite le sponsor de celle-ci, parce qu'une fois que vous aurez commandé vos composants, monté votre config et installé Windows, il faudra activer Windows, d'où le sponsor de cette vidéo. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup c'est parti, on va commencer tout de suite avec la carte mère pour ceux qui veulent une config en Intel. Alors la carte mère que j'ai choisie c'est celle-ci, c'est la MSI B760 Gaming plus Wi-Fi. On est sur une config à 1500 euros, ça commence déjà à être un certain budget. Donc déjà je voulais une carte mère où il y avait une carte Wi-Fi intégrée. Là pour celle-ci, vu que c'est du B760, ça accepte les processeurs Intel de 12e, 13e et 14e génération, étant donné que c'est avec un socket en LGA 1700. En termes de prix, on est à 168 euros, donc le prix est assez intéressant. Ça évite de mettre plus de 10-12% du budget de la config dans la carte mère, mais on a quand même une très bonne carte mère. Vous verrez que là-dessus, on va mettre un i5, mais techniquement, c'est une carte mère, vous pouvez mettre un i7 sans souci, ça va tourner sans problème. Donc même en termes d'upgrade, ce sera possible. Pareil, on va utiliser 2 slots de RAM, mais ce sera possible de rajouter 2 barrettes de RAM supplémentaires par la suite si jamais vous voulez upgrade. Alors il y aura déjà 32 Go de RAM dès le début, donc ce sera déjà pas mal. Et voilà, là vous aurez une très très bonne base pour faire tourner votre config, mais éventuellement pour la faire upgrade plus tard. En termes de processeur, donc on part sur le i5 13500. Vous avez l'habitude, je vous en parle tout le temps, chez Intel, il y a quelques processeurs qui ont vraiment un rapport perf-prix très intéressant pour du gaming. Donc pour l'entrée de gamme, c'est le 12100F. On va dire le haut de l'entrée de gamme, voire le début du milieu de gamme, on a le 12400F qui est très très bien. Et quand on commence à atteindre quand même un certain budget, on peut se permettre de mettre un petit peu plus, allez 280-290 euros, dans un i5 13500, qui est selon moi aussi un très très bon rapport performance-prix. Donc c'est du 6 cœurs performance, 8 cœurs efficiency. Donc au total, vous avez 12 threads performance et 8 cœurs efficiency. Ça vous fait 20 threads au total. Et avec ça, vous allez avoir de très très bonnes performances. Ce sera très bien si vous voulez jouer en Full HD aussi, parce qu'en Full HD, vous avez plus de besoins processeurs qu'en Quad HD ou en 4K. Si jamais cette config, vous voulez jouer par exemple juste en 4K, par exemple, vous n'êtes pas obligé de partir sur un aussi gros processeur, un 12400F pourra faire l'affaire. Mais là, le but, c'est d'avoir une config qui va tenir aussi dans le temps et qui va tenir aussi certains jeux qui vont être gourmands en ressources processeurs. Par exemple,
exemple vous voulez jouer, je sais pas, à Flight Simulator, c'est un jeu qui est beaucoup plus gourmand que plein d'autres jeux. Voilà, avec ça, vous aurez quand même quelque chose d'équilibré avec un bon processeur et vous verrez que j'ai choisi des bonnes cartes graphiques pour aller avec. Donc ça, c'est pour la config Intel. Donc une carte mère MSI B760 Gaming plus Wi-Fi à 168 € avec un processeur Intel Core i5 13500 à 285 €. Pour ceux qui préfèrent la team rouge, la team AMD, vous avez donc une carte mère qui est littéralement l'équivalent chez AMD. Donc c'est la MSI B650 Gaming plus Wi-Fi. Donc on n'est pas sur le chipset ultra haut de gamme, mais c'est exactement pareil que pour Intel. On va dire que le B760 c'est un peu l'équivalent du B650 chez AMD. Et donc là-dessus on va pouvoir mettre tout ce qui est Ryzen 7000, Ryzen 8000. Vous allez voir que nous on va mettre un Ryzen 7000 dessus. Et pareil, vous avez le Wi-Fi intégré et vous verrez que le design est vraiment très 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 similaire entre les deux. Regardez, je vous montre celle de chez Intel, et maintenant je vous montre celle de chez AMD. Il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. En termes de VRM, c'est à peu près similaire. En termes de refroidissement, pareil. Les emplacements RAM, c'est pareil. Les connectiques sont très similaires. Donc voilà, globalement, vous avez à peu près les mêmes gammes chez Intel et chez AMD. Alors chez AMD, c'est un tout petit peu plus cher. Vous voyez que là, on est vers les 170 €, alors que là, on est vers les 190 €. Donc il y a un peu plus de 20 € de différence sur la carte mère de chez AMD, mais c'est comme ça en général chez AMD, enfin actuellement là sur tout ce qui est Ryzen 7000, cartes mères sont très légèrement plus chères. Par contre, le processeur, lui, coûte 50 € de moins. Donc, on est sur le Ryzen 5 7600X. Là, c'est un Seeker 12 threads. Là aussi, très très bon processeur pour jouer. Vous pouvez même faire un petit peu de tâches professionnelles. C'est comme le i5 13500. Il est assez polyvalent. Là, celui-ci, alors vous n'êtes pas sur le haut de gamme des processeurs, mais vous êtes déjà sur un très très bon processeur qui va très bien se débrouiller pour jouer dans de bonnes conditions. Donc, 239 € pour le Ryzen 5 7600X et 191 € pour la MSI B650 Gaming plus Wi-Fi. Globalement, là, que vous preniez Intel ou AMD, moi, j'ai pas forcément de grosses préférences. Si vraiment je devais choisir, je pense que je partirais quand même sur un i5. Avec les cœurs performance et les cœurs efficiency, c'est quand même des architectures que je trouve intéressantes. On va dire que le fait qu'il y ait les cœurs P et les cœurs E chez Intel, c'est ce que j'aime bien. Et chez AMD, on va dire que j'ai une préférence pour tous les processeurs en X3D. Donc là, pour notre budget, c'était pas possible de mettre un processeur en X3D. Mais voilà, globalement, vous avez un peu mon avis sur les processeurs si vous voulez faire du gaming. Alors ensuite, en choix de refroidissement. Donc si vous voulez refroidir votre i5 ou votre Ryzen 5, j'ai deux choix à vous proposer. Donc il faut savoir que le i5 aura tendance à un peu moins chauffer quand même que le Ryzen 5. Donc nous avons déjà un petit ventirad, on va dire que ça c'est vraiment la base, si vous voulez pas mettre un gros budget dedans. Vous serez en dessous du budget des 1600 € si vous prenez celui-là. De refroidissement, parce que vous verrez que je vous ai mis aussi un water cooling, et c'est avec le water cooling qu'on est à 1500 €. Donc là c'est le Thermalright Assassin X 120 SE ARGB. Donc pour ceux qui ont vu les tests de ventirad que j'ai fait, celui-ci se débrouille vraiment super bien. Celui qui performait à mort, c'était le Peerless Assassin 120 SE, qui est un système où il y a deux ventilateurs et deux radiateurs, donc c'est un peu un double ventirad comme celui-ci. Et qui coûte un tout petit peu plus cher, on va dire une quarantaine d'euros, donc le double du prix. Là, vous avez vraiment un excellent rapport performance-prix. Avec tout ce qui est les ventirad Thermalright, ça fonctionne vraiment super bien, c'est pour ça que je vous les recommande à fond. Et pour ceux qui veulent pas mettre une fortune dans leur refroidissement, mais qui veulent quelque chose de correct qui va bien refroidir, ça fera largement l'affaire. Si vous voulez des performances un petit peu meilleures en termes de refroidissement, vous avez le water cooling, le Thermalright Frozen Note 240. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il vaut que 60 €. Vous avez un water cooling IO pour 60 €. Donc là, c'est aussi vraiment super intéressant. Celui-ci aussi, je l'avais testé dans le top des meilleurs water cooling. Pour info, si vous allez voir les deux vidéos là, que j'ai mis sur la chaîne principale, avec le top ventirad et le top water cooling, tous les systèmes de refroidissement sont testés exactement dans les mêmes conditions, avec les mêmes processeurs, réglés de la même manière, avec les mêmes tensions, les mêmes fréquences, les mêmes températures dans la pièce, etc. C'est-à-dire que si vous regardez une vidéo ou l'autre, vous pouvez comparer les températures des water cooling aux températures des ventirad, vu que tout est testé de la même manière. Vous pouvez vraiment comparer un ventirad et un water cooling. Et celui-là se déroule vraiment super bien. Alors moi, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller le water cooling si vous partez sur le Ryzen 5, et le ventirad
Ventirad, je pense qu'il fera largement l'affaire si vous partez sur le i5. Après, bon, c'est une question de choix aussi. Je sais qu'il y en a, ils aiment les water cooling parce que c'est un peu plus performant de manière générale. Hein, c'est pas forcément tout le temps. Il y a des Ventirad qui sont meilleurs que certains water cooling. On va dire que de manière générale, un water cooling globalement se débrouille mieux. Par contre, il y a plus de risques avec les water cooling. Un water cooling, ça peut fuir. Un water cooling, la pompe peut lâcher. Alors qu'un Ventirad, bah, en fait, c'est un bloc de métal qui se fait refroidir par un ventilateur. Donc la pire des choses que vous pouvez avoir, c'est le ventilateur qui pète. Et encore, ça arrive tellement rarement que bah, moi, j'ai quasiment jamais eu de ventilateur qui ont claqué, en tout cas pas sur des systèmes de refroidissement processeur. Ça m'est déjà arrivé dans des boîtiers, mais c'est tout. Donc en vrai, les gens souvent choisissent les Ventirad pour le prix, qui est en général plus faible, et pour la fiabilité. Les gens choisissent les water cooling pour les performances légèrement meilleures, voire des fois qui peut être bien meilleures, mais voilà, c'est de manière générale, c'est un peu mieux. Et aussi pour le design, voilà. Donc à vous de choisir. Pour la RAM, nous avons deux kits. Alors nous avons un kit Corsair Vengeance RGB en 6400 C32 en version XMP. Donc ça, vous prenez ce kit-là si jamais vous partez sur le processeur Intel. Nous avons un deuxième kit, c'est exactement la même chose, Corsair Vengeance RGB en 2 x 16 Go en 6000 C30. Alors le 6000 C30, ça va être à peu près les mêmes performances que le 6400 C32. Donc vous faites pas trop d'idées sur les performances, que ce soit sur Intel ou sur AMD, les deux vont bien fonctionner. Le truc, alors je vous refais quand même un petit message par rapport à ça, parce que je le vois, à chaque fois je vous dis, prenez un kit XMP si vous avez un processeur Intel, prenez un kit AMD Expo si vous avez un processeur AMD. J'en vois toujours dans les commentaires qui me disent « Oh, on peut prendre ce qu'on veut, ça fonctionne, machin ». Non, si je vous dis bien ça, c'est parce que moi, j'ai déjà fait l'erreur de prendre des kits en prenant un peu à l'arrache, j'ai fait mes tests et j'avais des blue screens. Et je suis pas le seul à avoir des blue screens. Donc, de manière générale, enfin, en plus, c'est quasiment les mêmes prix, voilà. Donc, prenez vraiment un kit adapté. Vous avez les mêmes modèles, avec les mêmes performances, et c'est juste, vous choisissez le kit AMD Expo ou XMP. Donc, pour vous, ça ne change rien. Mais si vous prenez pas le bon, vous risquez d'avoir des blue screens, des crashs, des soucis dès que vous activez l'XMP ou l'AMD Expo dans le BIOS. Donc prenez bien un kit adapté à votre config. Donc si vous prenez la config Intel, vous prenez le kit Intel XMP, et si vous prenez la config AMD, vous prenez le kit AMD Expo. Alors peut-être qu'il y en a, ils disent ça parce que avant avec la DDR4, il n'y avait pas de soucis, ou il n'y avait pas vraiment de problème. Ce qu'il fallait juste regarder pour être sûr à 100%, c'était la liste des kits officiellement compatibles avec votre carte mère, et ça, c'est des choses que vous pouvez avoir sur les fiches techniques sur le site du constructeur, parce que par exemple le site Asus, MSI, tout ça. Donc oui, avec la DDR4, on n'en avait rien à faire qu'on ait un processeur Intel ou AMD, il fallait juste faire gaffe aux fréquences, qu'il y avait certaines fréquences, quand on montait trop haut par exemple, avec les processeurs AMD, ils aimaient pas trop. Mais depuis qu'il y a la DDR5, et donc qu'on est sur les Ryzen 7000 et les Intel 12e, 13e, 14e gen, et ben là, il faut faire vraiment attention. Donc ne vous faites pas avoir, prenez bien un kit adapté. Et voilà, mais pour info, j'ai vu vos commentaires, hein, ceux qui disaient ça. Sachez que si je vous le recommande, c'est parce que moi, j'ai déjà eu plusieurs fois le problème, et en changeant le kit, eh ben, c'était réglé comme par magie, quoi. Et c'était vraiment des kits pareils, parce que c'était des kits Corsair Vengeance RGB, en remplaçant un kit AMD Expo par un kit Intel et inversement, ça réglait le problème. Alors, dans la pratique, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que en général, quand vous prenez un kit AMD Expo et que vous le mettez avec votre processeur Intel, la plupart du temps, ça passe. On va dire que c'est assez rare qu'il y ait des crashs. Par contre, l'inverse, souvent quand vous prenez un kit XMP et que vous mettez ça sur une config AMD, alors là, vous avez de fortes chances qu'il y ait des problèmes. Donc attention, surtout si vous prenez une config en AMD, prenez bien des RAM en AMD Expo avec le profil prévu pour ça. Voilà. Mais en soi, moi, ça change rien à mon niveau. Hein. Moi, je vous fais juste mes recommandations pour pas que vous ayez de problème. Mais j'ai bien vu les commentaires de ceux qui disaient « on s'en fiche ». Et ben, ceux qui disent « on s'en fiche », allez-y. Prenez un kit XMP sur votre config AMD. Et puis ensuite, vous ne viendrez pas pleurer dans les commentaires parce qu'il y a des blue screens.
Voilà, voilà. Alors ensuite, pour le stockage. Pour le stockage, on part sur un Crucial P3 Plus de 1 Teraoctet, ça coûte 83 euros. P3 Plus, ça veut dire que c'est du PCI Express 4, on est à 5000 mégaoctets par seconde en débit. Et alors pourquoi je mets le P3 Plus et pas le P3 ? Parce qu'en soi, on n'y gagne pas tant que ça pour une utilisation gaming, hein. Les temps de chargement vont être très bons dans les deux cas, les chargements des parties, les lancements des applications, etc. Et ben uniquement parce que en fait le P3 Plus et le P3 sont au même prix, donc autant prendre le plus performant, sachant qu'avec le P3 Plus ce sera plus polyvalent étant donné que vous y gagnerez un peu en performance pour une utilisation professionnelle. Ceux qui utilisent des gros logiciels, ça peut être intéressant. Donc là 83 euros de budget pour ce SSD en NVMe PCI Express 4.0. Alors ensuite, on va parler de la carte graphique. Donc la carte graphique, le choix numéro 1, ça c'est si vous partez chez AMD. Donc là pour moi, c'est là que vous avez le meilleur rapport performance-prix. 539 euros, RX 7800 XT. Et en termes de performance, vous êtes entre une 6800 XT et une 7900... non, entre une 6800 XT et une 6900 XT en termes de performance. Donc l'équivalent Nvidia en RTX 3000, c'est entre une 3080 et une 3090. On va dire que ça va plus se rapprocher de la 3080 et de la 6800 XT que de la 3090 et de la 6900 XT. Mais globalement, vous avez une carte très intéressante, en dessous des 600 euros, avec des performances qui sont vraiment bonnes. Là, vous avez un très bon rapport performance-prix. Celle-ci, par contre, face à Nvidia, il n'y a pas vraiment d'équivalent. On va dire que celle que j'ai trouvée qui s'en rapproche le plus, c'est ce modèle-là, donc la RTX 4070 Super, que je vous avais d'ailleurs testé sur la chaîne secondaire. Ouais, c'était sur la chaîne secondaire que j'avais testé ça. Et c'est une carte aussi qui est assez intéressante. On va dire que parmi toutes celles qu'il y a chez Nvidia, je dirais qu'elle est... pour moi, ça doit être une des plus intéressantes, ou alors si c'est pas la plus intéressante, c'est peut-être la deuxième, mais voilà, elle se débrouille plutôt bien, et s'il y en a vraiment une chez Nvidia que je peux vous recommander, c'est celle-ci. Alors c'est un petit peu plus cher, regardez, 689 euros face à 539 euros, il y a 150 euros de différence. Ça veut dire que là, si vous achetez la config, avec la carte graphique Nvidia, vous n'allez pas être à 1500 euros, vous serez plutôt entre 1600 et 1650 euros suivant les choix que vous faites pour le processeur, le refroidissement, la RAM, etc. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi en termes de performance sur cette 4070 Super par rapport à la 7800 XT ? Parce que la 4070 Super coûte 150 euros de plus, mais elle est aussi plus performante. Donc elle a entre 8 et 9% de performance en plus en Full HD, Quad HD, 4K. Donc c'est assez constant, globalement elle va avoir 8-9% de plus. Alors elle coûte aussi beaucoup plus cher, 150 euros de plus, donc le rapport performance-prix est moins bon côté AMD. Par contre, la carte de chez Nvidia, la 4070 Super, elle est 35% plus performante en ray tracing. Donc si vous êtes du genre à faire beaucoup de jeux en solo ou de jouer en 4K avec du ray tracing, etc., ça peut être un choix intéressant de partir sur la 4070 Super. Autre chose, si vous avez aussi une utilisation professionnelle de votre PC, il y a pas mal d'applications qui tournent mieux avec Nvidia, avec les technos Nvidia. Donc là aussi, ça peut être un choix intéressant de prendre la carte Nvidia. Et pareil, vous avez le DLSS 3 qui fonctionne sur les RTX 4000, donc la 4070 Super. À côté de ça, chez AMD, vous avez le FSR, mais qui n'est pas d'aussi bonne qualité. Donc voilà, ça va plutôt être en fonction de l'utilisation que vous allez faire et du type de jeu, des jeux auxquels vous jouez. Si vous jouez à des jeux, si vous jouez par exemple à 3-4 jeux différents et que la plupart ont le DLSS, ou alors que vous aimez bien jouer à des jeux en ray tracing, les jeux solo, tout ça, pourquoi pas partir sur la carte Nvidia si c'est pas des technos qui vous intéressent forcément. La carte AMD pour moi est plus intéressante en termes de rapport performance-prix. La dernière petite précision, ça va concerner très peu de personnes, mais si jamais vous êtes monteur vidéo, bon, je pense que la plupart sont déjà au courant, mais si vous faites du montage sur Adobe Premiere, ça fonctionne très très bien, les rendus, la génération de vidéos, tout ça, les montages, avec une carte Nvidia grâce à l'accélération GPU en utilisant les coups d'accord de la carte graphique. Et si vous êtes sur le logiciel DaVinci Resolve, qui est aussi un très très bon logiciel de montage et qui a l'avantage d'être gratuit, et ben celui-ci fonctionne mieux avec les cartes AMD. Donc aussi, là aussi, si vous êtes monteur vidéo,
carte AMD si vous utilisez DaVinci Resolve et carte Nvidia si vous utilisez Adobe Premiere. On enchaîne maintenant avec l'alimentation. Donc là, j'ai pris une alimentation, on est assez large, hein. Techniquement, si vous prenez une 650 watts, ça suffit. 750, vous êtes un peu plus large. 850. Ce qui est bien, c'est que plus tard, vous pouvez upgrade sur une alimentation, enfin une carte graphique beaucoup plus puissante. Là, vous pouvez mettre avec cette alimentation de 850 watts une 7900 XT, ça va fonctionner super bien. Donc là, le modèle que j'ai choisi, c'est la MSI Mag A850 GL. Là, on est sur un nouveau modèle, enfin un modèle assez récent, qui a un an à peu près, un an et demi. Donc c'est assez récent encore chez MSI. L'avantage, c'est qu'on est sur une alimentation, elle est 80 plus Gold. Donc le rendement est plutôt bon en termes d'économie, d'énergie, voilà, c'est pas mal. Elle est PCI Express 5, vous avez directement le connecteur 12 VHP WR, mais surtout, elle est ATX 3.0. Et donc là, je vous invite à aller regarder, si vous ne l'avez pas encore vu, la vidéo Comment bien choisir son alimentation, que j'ai sortie sur la chaîne principale. Et là, je vous explique exactement toutes les protections qu'il y a sur les alimentations ATX 3.0, que ce soit en termes de surtension, sous-tension, protection, enfin voilà. Vous avez tout un pack de sécurité qui sont intégrés quand vous avez une alimentation ATX 3.0, c'est une nouvelle norme. Et globalement, vous avez des alimentations de très très bonne qualité. L'avantage de celle-ci, c'est qu'on n'est pas sur une alim à 180, 200, 250 euros. Ça évite, on n'a pas besoin de mettre une fortune là-dedans. On est à moins de 10% du budget de la config. Mais on se retrouve avec une alimentation où on a de la marge en termes de puissance. Ça veut dire qu'on ne va pas la faire tourner à fond. Pour la durabilité de la lime, c'est mieux. On a aussi des possibilités d'évolutivité pour la config, parce qu'on pourra mettre une carte graphique plus puissante vu qu'on a beaucoup de marge. On a 300 watts de marge à peu près. Et c'est surtout que voilà, on a toutes les protections, donc c'est important quand on met un gros budget dans son PC de le protéger. Le but, c'est pas que vous mettiez une alimentation un peu moins chère et que vous économisiez 40 euros. Par contre, votre maison, elle crame dès qu'il y a un problème électrique chez vous. Donc le but, c'est d'avoir quelque chose de safe aussi pour chez soi, pour éviter d'avoir des problèmes. Et ça, on va dire que c'est le parfait compromis selon moi. Vous pouvez regarder aussi les RM 850E de chez Corsair qui sont très très bien, et des fois il y a des prix plus intéressants. Donc si jamais au moment où vous regardez la vidéo, c'est par exemple, je sais pas, 3 semaines, 1 mois et qu'elle est plus exactement au même prix, regardez les RM 850E, RM 1000E, etc. C'est aussi une gamme à peu près similaire chez Corsair qui est très très bien avec toutes les protections, et globalement les prix sont un peu les mêmes. Donc si des fois la MSI est plus chère, parfois la Corsair est moins chère. Donc ça peut être intéressant. Alors ensuite, en termes de boîtier, voilà le choix que j'ai à vous proposer. J'ai 2 choix. Vous avez un boîtier un peu plus classique, on va dire à 85 euros, le MXI MacForge 112R. Ça, c'est une évolution du MacForge 100R 100M. La différence, c'est qu'il est un peu plus haut, vous avez un peu plus de place, un peu plus de longueur pour la carte graphique, et vous avez surtout 3 ventilateurs en façade ARGB au lieu de 2 sur le MacForge 100R, et surtout celui à l'arrière, il est aussi ARGB. Et donc pour 85 euros, vous avez vraiment quelque chose de très correct, je trouve, un boîtier moderne avec une façade en airflow, comme vous le voyez, donc pour faire bien passer correctement l'air à travers la config. Si vous prenez le water cooling, vous avez un emplacement 240 mm au-dessus, donc vous pouvez placer votre water cooling sur le dessus. Le ventirad rentrera aussi sans souci. Et donc ça, on va dire que c'est le bon rapport qualité-prix pour un boîtier. Ceux qui veulent se faire plaisir, vous avez un boîtier un petit peu plus cher, une quinzaine d'euros de plus, mais on va dire en termes de design, ça s'améliore. Là, c'est pareil, si vous prenez le water cooling, vous pouvez le mettre sur le dessus. Ce qui est bien, c'est que c'est un boîtier Airflow de chez Corsair, un modèle très récent, le 3000D, là, qui est sorti il y a même pas 6 mois. Et l'avantage, c'est que vous avez 3 ventilateurs Corsair, les AR120, qui sont fournis avec. Et vous savez que les ventilateurs Corsair, ils sont beaux, ils sont performants, mais leur défaut, c'est qu'ils coûtent cher. Donc l'objectif, c'est pas de mettre 25-30 euros dans un ventilateur. Là, l'avantage, c'est qu'ils sont fournis avec. Donc ce qui fait que vous aurez 3 ventilateurs fournis en façade pour faire rentrer l'air dans le boîtier, et vous aurez les 2 ventilateurs du water cooling sur le dessus pour extraire l'air. Alors si vous prenez le ventirad, je vous conseille de rajouter un ventilateur à l'arrière quand même, ou alors des ventilateurs sur le dessus. Vous pouvez regarder les ventilateurs de chez Thermalright, ils sont très très bien. Et donc là, l'avantage de ce boîtier-là, c'est que pour 100 euros, vous avez un bon boîtier Airflow. Il est un peu plus large que le boîtier MSI, vous verrez. Et ce qui est bien, c'est que pour pas beaucoup plus cher, vous avez quelque chose de très correct chez Corsair avec les ventilateurs Corsair qui sont fournis avec.
Donc globalement, pour résumer la config, vous avez deux cartes mères à peu près similaires pour la config Intel ou la config AMD. Pour le processeur, ce sera soit le i5 13500, soit le Ryzen 5 7600X, suivant ce que vous préférez. Le choix, c'est soit un Ventirad, le Thermalright Assassin X120 SE, que je vais principalement vous recommander pour la config Intel, vu que ça aura tendance à chauffer un petit peu moins. Ou alors, si vous prenez chez AMD, je vous recommande plutôt le water cooling avec le Thermalright Frozen Note 240, qui a un excellent rapport perf-prix. Vous avez le choix de la RAM, mais c'est dans tous les cas de la Corsair Vengeance RGB, soit avec le kit XMP pour la config Intel, soit le kit AMD Expo pour la config AMD. Un SSD de 1 Teraoctet qui sera très performant pour charger les logiciels, lancer Windows, démarrer rapidement, charger les parties. Le choix entre une config avec un bon rapport qualité-prix, performance-prix chez AMD, la RX 7800 XT, qui sera très très bien pour un budget de 1500 € avec un très bon rapport perf-prix. Et soit pour ceux qui ont besoin d'une utilisation professionnelle en utilisant les technos Nvidia, soit pour ceux qui aiment le ray tracing ou qui ont pas mal de jeux où ils jouent avec le DLSS. Celle-ci pourra être intéressante. Elle coûte 150 € de plus, donc on est au-dessus du budget. Mais on va dire que ceux qui veulent absolument une carte Nvidia, ça va être celle-ci que je vais vous recommander. Une très bonne alimentation de 850 watts et deux choix de boîtier. Un boîtier de chez MSI avec un très bon rapport qualité-prix. Et pour ceux qui veulent se payer un boîtier Corsair, celui-ci, le Corsair 3000D, est vraiment le plus intéressant actuellement chez Corsair avec un très très bon rapport qualité-prix. Enfin bref, on a fait le tour pour cette config à 1500 €. Vous pouvez me mettre un petit commentaire où vous me dites ce que vous en pensez. Si jamais il y a d'autres choix que vous auriez fait, n'hésitez pas à partager tout ça. Et puis ceux qui regardent la vidéo, qui veulent s'acheter la config, avant de l'acheter, de la commander, allez voir les petits commentaires, hein. Des fois, il y en a qui qui font des propositions qui peuvent être intéressantes. Souvent, je mets des petits likes sur les commentaires comme ça, histoire de dire ça c'est validé, ça c'est vrai que c'est une bonne idée, on peut faire ça comme ça aussi ou de cette manière-là, voilà. Donc voilà, l'espace commentaire, le but c'est que vous partagiez votre avis pour ceux qui ont des avis un peu différents ou alors qui se disent ah t'aurais pu mettre aussi cette carte graphique, elle peut être intéressante, elle rentre dans le budget, voilà. Donc ça fait des compléments d'infos et pour ceux qui veulent acheter, ça vous donne aussi plus d'infos supplémentaires et je mets toujours un petit like sur les commentaires où je dis ça c'est vrai que c'est une bonne idée. Donc voilà, alors j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous rappelle que vous retrouvez les liens et les références de tous les produits de cette config dans la description de la vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!